Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le couteau suisse de WordPress, j'ai nommé WP Master Toolkit. On se retrouve directement sur le site de WP Master Toolkit et cet outil justement va vous permettre avec un grand nombre de fonctionnalités de configurer votre espace d'administration comme bon vous semble. D'ailleurs, on peut voir sur leur page d'accueil qu'on retrouve ma tête parce que j'ai laissé un avis justement. Pendant très longtemps, ça a été uniquement une version gratuite. Maintenant, il y a une version pro et une version gratuite. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter essentiellement la version gratuite. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un comment ça fonctionne. Alors finalement, ça va me faire gagner du temps. On va activer, donc on va rechercher et activer WP Master Toolkit. On va définir les fonctionnalités que l'on souhaite activer ou non. Et on va pouvoir donc faire le ménage sur notre administration. Allez, on va se retrouver directement sur notre installation. On va se rendre dans Extensions, puis dans WP Master Toolkit, puis Activer. Dans mon cas, bien évidemment, j'avais déjà fait ajouter une extension. J'avais tapé WP Master Toolkit et je l'ai trouvée. Donc elle est faite par WebDéclic. Et ensuite, vous l'activez. Lorsque vous l'activez, un nouveau menu se met ici sur votre interface. Vous cliquez dessus. Et attention, là, vous allez pouvoir commencer à configurer des choses. Donc on peut voir qu'il y a 104 modules au total, dont bien sûr certains modules qui sont en version pro. Mais dès que vous allez cliquer sur quelque chose, par exemple, ici je vais faire masquer les notifications d'administration. Je vais faire ça par exemple, je vais vouloir enregistrer, soit en bas, soit en haut du site. Et bien là, je vais directement avoir cette interface qui me propose de partager ma configuration. Libre à vous de le faire ou non. Il vous informe sur comment est traité ce partage. Dans mon cas ici, pour l'exemple, je ne vais pas partager cette configuration et je vais enregistrer et continuer. Donc c'est important à savoir, c'est dès l'installation de l'extension, dès que vous allez choisir quelque chose, voilà ce qui va se passer. Ensuite, vous avez le choix d'aller dans tous les modules, dans les modules uniquement activés, ou tout simplement de descendre module par module pour voir ce que vous permet de faire cette extension. Donc lorsque vous masquez les notifications dans l'administration, ça va tout simplement créer un petit menu ici de cloche et vous informer lorsque vous aurez tout simplement une notification. Dans mon cas, ce n'est pas spécialement quelque chose que j'active, donc je vais le désactiver et je vais vous montrer ma configuration de base que je fais sur quasiment tous mes sites. Commençons par masquer la barre d'administration. Si c'est un site justement où il y a de la connexion, eh bien dans ce cas-là, je vais activer ce module et je vais définir les rôles utilisateurs pour lesquels je ne souhaite que la barre d'administration ne soit pas affichée. Afficher la colonne dernière connexion, eh bien ça, je vais l'activer si par exemple on est sur un site de e-learning et j'ai besoin un petit peu de savoir finalement quand est-ce que les gens se connectent pour la dernière fois pour traquer un petit peu l'engagement. Redirection après la déconnexion, pareil, en fonction du projet du site. Exemple, si c'est mon propre site d'agence de communication, je ne vais pas le faire. Si c'est un site pour un client sur lequel il y a un espace membre, etc., là par contre je le ferai. Idem pour redirection après la connexion. Alors menu d'administration plus large, j'ai rencontré des soucis en le faisant. Donc en gros là si je le coche, eh bien ensuite une fois que ce sera activé et que j'aurai sauvegardé bien sûr, ce menu va être un peu plus large. La problématique que j'ai rencontrée, c'est que c'est mal intégré je pense avec Gutenberg justement et donc je vais avoir une sorte de chevauchement de cette barre finalement latérale avec d'autres espaces sur Gutenberg. Donc, comme ça me dérange, bah pour le moment je ne l'active pas et c'est un problème que je vais remonter justement aux développeurs. Par contre, ce que j'utilise tout le temps, quel que soit le site, désactiver les widgets du tableau de bord parce qu'on n'en peut plus de voir des tableaux de bord qui ressemblent à rien. C'est un sapin de Noël, c'est multicolore. Surtout si vous installez plusieurs extensions, eh bien là ça va être tout de suite un gros problème. Ensuite, pour maintenance en cours, tout dépend. Si j'utilise par exemple Cadence, et notamment la version pro de Cadence, alors j'ai déjà la possibilité de créer une page de maintenance, donc je n'ai pas besoin de l'activer avec WP Master Toolkit, mais par contre, c'est bien que ce soit ici, parce que je n'ai pas forcément envie d'installer une extension que pour mettre un mode maintenance sur mon site. Donc on peut dire que ça, on peut l'activer par exemple, si jamais on en a besoin. Mot de passe protection, c'est pareil. Encore une fois, vous pouvez lire bien évidemment ou cliquer sur en savoir plus pour voir la documentation liée à cette fonctionnalité. Donc je ne vais pas forcément vous lire toutes les fonctionnalités. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais cocher ce que moi j'aurais fait tout simplement par défaut. Donc je vais dire celles qui m'intéressent uniquement. Donc par exemple, nettoyer la barre d'administration, je le fais. Améliorer les tableaux de liste, ça généralement je ne le fais pas. Menu connexion, déconnexion, je ne le fais pas. Et restauration des plugins et thèmes, je ne le fais pas. Là, je fais enregistrer. Et puis je passe à contenu et médias. Alors je pense qu'on peut changer de table comme ça sans forcément enregistrer, mais on va faire le test ensemble ici. Téléchargement des SVG, c'est vrai que je n'utilise pas cette extension pour le faire, pour le moment, mais pourquoi pas l'utiliser finalement. Donc on pourrait l'activer. Dans mon cas, j'ai déjà une extension sur cette installation pour le faire, mais là pour l'exemple, vu qu'elle est désactivée, l'autre extension, eh bien je vais l'activer. Ouvrir tous les liens dans un nouvel onglet, ça je le fais. Généralement, je le fais avec RankMath SEO, qui est mon extension de SEO de choix.
Maintenant, si cette extension ne le faisait pas, si RankMath n'avait pas cette fonctionnalité, bien évidemment, j'aurais activé ça ici. Autoriser les liens personnalisés dans le menu dans un nouvel onglet, ok. Publication automatique des publications programmées manquées, personnellement ça m'est jamais arrivé, donc c'est pas quelque chose que j'utilise. Mais si vous êtes un blogueur et que vous avez déjà rencontré ce type de problématique, eh bien pourquoi pas activer cette fonctionnalité. Le contrôle des révisions, ça par contre je l'active parce que avoir, je sais pas moi, 50 révisions sur une seule page, c'est assez chiant franchement et ça remplit la base de données, donc ça alourdit le site internet. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une révision, c'est lorsque l'on va créer une page, on va la modifier par exemple à 10h, puis à 10h02, puis à 10h10, eh bien on va avoir 3 révisions qui vont se créer. Donc ça veut dire, on va dire des points d'étape de chaque modification qui ont été faites. Pareil, visibilité du menu, c'est pas quelque chose que j'active. Ajout rapide d'un article non plus. Exporter les articles et les pages, je ne le fais pas généralement. Puis on a un outil sous outils ici, puis exporter. Donc celui-ci, cet outil-là, je l'ai jamais utilisé. J'aurais besoin de savoir exactement pourquoi il y a cette fonctionnalité. Il faudrait que j'aille en savoir plus pour comprendre quelle est la différence avec l'outil natif de WordPress. Rediriger les 404 vers la page d'accueil. Je ne sais pas si en matière de SEO, c'est une bonne pratique, donc je ne le fais pas personnellement. Duplication du menu, c'est hyper utile quand on en a besoin. Exemple, on crée des menus bien complexes, etc. avec des effets et on veut pouvoir les dupliquer facilement. Donc ça, je trouve ça très utile, mais c'est des cas vraiment très particuliers, disons. Ouais, ça, c'est pas quelque chose que j'utilise. Ordre du menu non plus, permalien externe non plus, contrôle des téléchargements d'images redimensionnés, blablabla. Donc ça, en fait, c'est vrai que ça peut être très intéressant de l'utiliser. Généralement, j'ai une extension pour optimiser mes images et donc qui permet justement ce contrôle de téléchargement d'images. Donc, ça vient récupérer des fonctionnalités peut-être que vous n'aviez pas mis sur votre site via une extension d'optimisation d'images et donc ça vous la propose ici. Dans mon cas, c'est pas quelque chose que je coche quand je travaille tout simplement avec cet outil. Contrôle du rythme cardiaque, je vais l'activer pour vous montrer ce que c'est. C'est une fonctionnalité spécifique sur WordPress. Là aussi, encodeur de médias, si vous utilisez une extension d'optimisation d'image, eh bien théoriquement, cette extension devrait déjà faire ce type de conversion automatiquement. Mais si vous ne l'avez pas, eh bien sûr, c'est très utile de l'installer. Et le nettoyeur de médias, ça c'est pas mal parce que en tant que Français justement, on va souvent mettre des accents dans nos noms de fichiers et ça c'est problématique en informatique. Donc on ne le met pas, des accents, des espaces, etc. Donc voilà, pour éviter tout ça, même des apostrophes. Donc pour éviter ça, on active le nettoyeur de médias. Donc là, pareil, alors on va tester notre truc là, on va tester de changer et on va revenir dessus. Ouais, donc tout s'est gardé. Donc finalement, on va pouvoir tous les faire et puis sauvegarder qu'à la fin. Code snippet aussi, je l'utilise pas avec ce plugin. Généralement, je mets Fluent Snippets qui appartient à une autre grande famille de plugins. C'est pas l'objet de la vidéo, je vous le présenterai ou je vous l'ai déjà présenté. Si jamais c'est le cas, vous verrez une fiche dans cette vidéo. Mais en tout cas, si vous avez besoin de mettre des morceaux de code, eh bien, activez tout simplement cette fonctionnalité. Ensuite, classe de body personnalisé, CSS, etc. Pareil, généralement, je passe pas par là pour le faire. Ensuite, on va continuer, on va aller sur désactiver des fonctionnalités. Donc, désactiver les flux, tout dépend de votre besoin. Vous lirez la description si ça vous intéresse. Désactiver WP Mail, pareil, c'est pas des choses que j'active généralement, ou du moins que je désactive ici en l'occurrence. Ensuite ici je regarde un petit peu, mais tout ce qui est ici je le touche pas généralement parce que j'ai pas besoin de ces fonctionnalités. En matière de sécurité, masquer la version de WordPress. Alors si vous utilisez une extension de sécurité encore, ça va déjà le faire, hein. Donc ici c'est des fonctionnalités en plus. Par contre je vous conseille, n'activez pas masquer la version de WordPress ici et aussi sur votre extension de sécurité. Quand vous activez une fonctionnalité, ne le faites qu'une fois par extension pour éviter tout simplement les problèmes techniques par la suite. Interdire l'utilisation de WP File Edit. Typiquement, quand c'est un site client, j'active toujours ça. Donc, c'est tout simplement de venir ici dans Apparence et on a éditeur de thèmes et de fichiers. Si j'active ça, eh bien, on n'aura plus cette fonctionnalité d'édition au sein même de l'administration de WordPress. On pourra bien sûr toujours utiliser le FTP pour éditer nos fichiers. Donc désactiver XML RPC ici, donc non, ça je le touche pas non plus. Désactiver l'option tout le monde peut s'inscrire, bah effectivement, si c'est un site où l'inscription ne se fait que par achat par exemple, ou qui a tout simplement pas d'inscription, je le fais. Verrouiller l'URL du site, je vais vous montrer aussi. Ça aussi je le fais généralement. Nom d'utilisateur sur liste noire, ouais je le fais aussi. Forcer un mot de passe fort. Ça va dépendre encore une fois, site public, pas public, est-ce que c'est pratique ou non pour l'utilisateur, est-ce qu'il a l'information de la dureté ou de la complexité de son mot de passe. S'il ne l'a pas, bah, je vais pas le faire parce que sinon il va rien comprendre. Il va pas comprendre pourquoi mettre un mot de passe comme maman 1, 2, 3, petit 1 ça ne marche pas et petit 2 c'est nul certes, mais pourquoi ça ne marche pas. Donc seulement s'il a l'info, je le fais, sinon non. Ensuite, déplacer l'URL de connexion. C'est vrai qu'auparavant, j'utilisais WPS hide login, mais là, on peut le faire directement depuis cette extension. Masquer les erreurs de connexion, je ne le fais pas. Si c'est un site
avec des gens qui doivent se connecter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de savoir est-ce que c'est le mot de passe qui a un problème, est-ce que c'est l'adresse mail qui a un problème. Donc ça, encore une fois, c'est au cas par cas. Si c'est un site où il y a des connexions d'utilisateurs, ne le faites pas. En tout cas, c'est ma recommandation. Interdire le téléversement de thèmes et de plugins, ça dépend. Si vous travaillez pour un client et que vous voulez qu'il fasse le bazar sur votre site, bien que vous lui livriez. Si vous le livrez avec l'accès admin, bon bah pas besoin forcément de faire ça. Interdire ici la liste des répertoires, donc généralement ça je le coche. Interdire l'accès aux fichiers malveillants dans le dossier des uploads, donc oui, ok. Interdire les mauvaises requêtes, généralement je le mets aussi. Régénération automatique des clés de salage, attention, c'est intéressant de le faire. Mais si là je le fais et que je fais enregistrer, ça me déconnecte de WordPress. Masquer la version PHP, je le fais aussi. Masquer les slugs auteurs. Alors ça, regardez bien. Ici, on peut voir que lorsque vous allez créer votre compte utilisateur et que vous vous appelez, par exemple, si vous avez le malheur de vous appeler admin, votre lien, ce sera le nom de votre site, son extension, .fr, .com, ce que vous voulez, auteur, donc auteur en anglais, / votre nom d'utilisateur. Donc si vous ne le modifiez pas et que vous ne l'offusquez pas ici, c'est ce qu'il explique, eh bien tout simplement une personne va pouvoir trouver très simplement votre nom d'utilisateur pour se connecter en administrateur. Il n'aura plus qu'à chercher le mot de passe et essayer différentes techniques d'attaque. Donc je vous recommande toujours déjà d'activer masquer les slugs auteurs, mais moi ce que je fais, plutôt que de masquer les slugs auteurs, je vais vous montrer une autre pratique, plutôt que d'avoir ça. J'utilise une autre extension. Donc en plus, ça, celle-ci, c'est pas cette fonctionnalité, pour moi, c'est pas celle que j'utilise en tout cas. Masquer les adresses mail, ça c'est intéressant. Plutôt que d'écrire contact@phasedepoulpe par exemple .fr, eh bien on écrira crochet WPMN, donc WP Master Toolkit, _offuscate, email. Là vous écrivez l'email que vous voulez cacher, display new line. Et en fait ça va permettre d'éviter que les robots qui spamment et qui scrapent le web, donc qui analysent vos pages, etc., vous piquent l'adresse mail, la mettent dans une base de données et vous commencez à recevoir des conneries par mail. Donc ça peut être intéressant, mais bien sûr, quand vous écrirez votre adresse mail sur le site, faut pas oublier de l'écrire avec ce format-là, bien sûr, parce que sinon ça fonctionnera pas. Ensuite, ici, on a limité les tentatives de connexion. Alors pareil, j'utilise une extension de sécurité généralement, hein, donc je ne vais pas faire de la sécurité à proprement parler avec cet outil, mais en tout cas, il propose cette fonctionnalité. Donc ça, c'est un truc à activer si vous avez aucune extension de sécurité, ce que je vous recommande pas. Et bien sûr, vous pouvez limiter les tentatives de connexion. Vous pouvez aussi interdire les inscriptions à votre site internet avec des mails jetables du type Yopmail, etc. Vous pouvez aussi déterminer qu'il y a des gens, par exemple, que vous ne voulez pas voir sur votre site. Donc vous pouvez interdire ici les emails et vous allez devoir spécifier dans un autre endroit. Je vais vous montrer. On peut voir ici sur la gauche de mon écran que tout simplement, à chaque fois qu'on va activer quelque chose, on va avoir la fonctionnalité qui va se mettre et la possibilité d'aller la configurer dans chaque onglet très spécifiquement. Donc ici, moi, j'ai pas besoin d'interdire des emails spécifiques. Protéger les en-têtes, généralement, je l'active. Et empêcher l'énumération des utilisateurs, généralement, je l'active aussi. Tout simplement parce que si on tape sur le site la commande, point d'interrogation auteur égal, donc là, je vais vous le montrer, tout simplement. On va le faire ici ensemble. Donc je vais aller sur le site, dans un nouvel onglet, hop. Et dans l'URL ici, je vais mettre point d'interrogation auteur égale 1, par exemple. Donc ça veut dire le premier utilisateur inscrit, qui est généralement l'administrateur. Et là, ça va m'emmener sur auteur-autrice Nasser-Eddine. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'URL. Et on peut voir dans mon URL ici qu'il y a exactement mon nom, mon identifiant en fait, utilisé pour me connecter au site internet. Là, moi, je m'en fiche parce que c'est un site temporaire que je vais supprimer. Mais c'est très très important de voir que là, il y a un problème avec cette énumération. Donc, on va tout simplement refaire le test dans 2 secondes. On va retourner ici et on va activer, empêcher l'énumération des utilisateurs. Donc ça, je vais l'activer. On va appuyer sur sauvegarder pour finir notre exemple et puis après on regarde le reste. On va retourner ici et là ce que je vais refaire c'est que je vais refaire la requête. Je vais appuyer sur valider et là j'ai une erreur 404. Donc ce que je n'avais pas tout à l'heure. Donc c'est important de noter ça parce que ça va permettre aux attaquants de façon très très simple sur n'importe quel site WordPress de faire la commande que l'on peut voir. Alors là je vais retourner dans sécurité. Et tout en bas, de faire la commande, donc de mettre le nom de votre site, hein, .fr, .com, ce que vous voulez. Point d'interrogation auteur égal. Si je mets 1, je trouve le premier utilisateur. 2, 3, bon, je peux chercher dans les premiers. Généralement, c'est des administrateurs. Et c'est même plus que généralement, c'est que par défaut, l'utilisateur 1 sur le site, c'est l'administrateur. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir ce genre de fonctionnalité-là et de coupler ça d'ailleurs avec le masquage. Donc ce qu'on avait vu un peu plus tôt, je ne sais plus où il était. Donc ici, masquer les slugs auteurs. Donc voilà, on peut combiner les deux parce que si on a oublié d'activer celui d'en dessous, eh bien, en faisant celui-ci, on va tout simplement masquer ce qu'on a pu voir il y a quelques secondes.
Donc on va continuer ici, on va aller dans WooCommerce. Forcément, il faut avoir WooCommerce d'installer. Donc j'ai jamais activé aucune fonctionnalité liée à WooCommerce personnellement. Et puis dans autres caractéristiques, il y a plein d'autres choses que l'on va pouvoir activer ou désactiver. Donc par exemple, l'export des utilisateurs, ça peut ponctuellement vous être nécessaire, donc vous pouvez l'activer par exemple. Nettoyer les profils, ça c'est intéressant, je l'active quasiment systématiquement. La duplication de menu, on a déjà vu ça ensemble tout à l'heure, on peut l'activer ou ne pas l'activer. Le générateur de thème enfant, ça par contre, je l'active, je génère ce que j'ai à générer, puis je désactive. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Courrier SMTP, alors je vous ai déjà fait la vidéo sur Surmail. S'il y a un outil à utiliser pour moi, c'est Surmail ou Fluent SMTP à la rigueur. Mais si vous avez aucun des deux et que vous voulez uniquement envoyer que quelques mails, c'est une petite agence par exemple ou un site de, je sais pas moi, vous recevez 3 mails par mois, vous pouvez très bien utiliser le SMTP de votre hébergeur et donc utiliser cette fonctionnalité. Le gestionnaire de fichiers, quand vous intervenez sur des sites clients ou même sur votre propre site, ça peut être intéressant. Ça va tout simplement vous mettre un petit truc ici sur le côté gauche. Gestionnaire de fichiers, vous cliquez, vous avez accès à votre serveur tout simplement. Rôle utilisateur multiple, ça va dépendre de vous et tout simplement de vos besoins sur le site internet. Adminer, c'est un outil de gestion de base de données. Donc vous allez avoir sur le côté gauche ici Adminer et vous aurez accès à votre base de données depuis l'interface WordPress. Alors bonne, mauvaise idée, voilà, pour moi je pense que c'est des choses à activer et à utiliser que si vous avez un besoin très spécifique, sinon ne le faites pas, parce que vous avez déjà accès à votre base de données depuis votre hébergeur. Ensuite, icône Apple Touch. Alors si votre site est voué à être mis sur la page d'accueil d'un téléphone, eh bien mettez un icône Apple Touch, c'est toujours plus stylé quand on va faire, vous savez, partager le site et puis mettre un signet sur la page d'accueil. Eh bien au lieu d'avoir l'icône, le favicon du site ou une photo du site parce que ça va être généré automatiquement, eh bien ça va utiliser l'icône Apple Touch. Et ça va être beaucoup plus propre, ça fera un style application. Ensuite, local avatar. Donc ça, je trouve ça intéressant. Personnellement, je l'active systématiquement. Je stocke les gravatars en local. Après, tout le reste, ce sont des fonctionnalités pro. Donc personnellement, je les ai jamais utilisées, comme le gestionnaire de cron, je l'ai jamais utilisé. Mais c'est quelque chose aussi sur lequel je dois un peu plus, on va dire, me former, disons, pour mieux comprendre l'utilisation des crons. C'est ce qui va permettre d'ailleurs de lancer des tâches en back sans que vous ayez à faire quelque chose sur votre site WordPress. Donc le cron est quelque chose d'utilisé de façon permanente sur WordPress. Il faut bien le comprendre, comment ça fonctionne, être sûr qu'il fonctionne, etc. Mais par défaut, chez les hébergeurs courants, généralement ça fonctionne. Et si vous avez besoin de vous plonger dedans, c'est que vous avez déjà un site qui doit être assez spécifique et donc il y a des besoins assez particuliers. Donc vous pourrez aller lire la documentation si ça vous intéresse. Après, pour les autres fonctionnalités pro, j'avoue, je les ai pas regardées. Donc débugger de hook et de filtre. Pareil, jamais utilisé. Bon, forcément, j'ai pas la version pro aussi, donc ça aide à ne pas utiliser. Modifier le préfixe de la base de données. Je sais pas à quel point c'est risqué de le faire après l'installation. Bien sûr, pour une bonne installation propre de WordPress, si la vidéo n'est pas faite, je vais la faire prochainement. Vous cliquez sur la petite fiche, vous aurez une vidéo de comment configurer WordPress correctement dès le départ. Je trouve que c'est une mesure de sécurité supplémentaire que de modifier le préfixe de la base de données. C'est pas la mesure absolue à faire, mais c'est assez important de le faire. Si on a la possibilité de modifier ce préfixe après coup, par exemple sur des sites complexes, j'entends, pas sur une installation quasiment vierge de WordPress comme c'est le cas ici, eh bien ça peut être intéressant. Le changement d'utilisateur, généralement j'utilisais user switch ou switching, je ne me rappelle plus, mais peu importe, ça veut dire la même chose. Donc il permet de changer d'utilisateur. Là c'est intégré à la version pro, c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez déjà acheté la version pro pour d'autres des fonctionnalités, c'est intéressant que ça se retrouve ici. Le raccourcisseur de liens aussi, c'est intéressant, ça vous évite potentiellement d'acheter ou de mettre d'autres extensions, donc d'acheter des plugins ou des solutions comme Rebrandly et plein d'autres, short URL ou je sais plus quel nom. Donc ça peut être plutôt pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit onglet uniquement pro. Ça m'aurait permis en fait dans cette vidéo de passer directement sur uniquement les trucs pro et de vous montrer et de lire ensemble toutes les fonctionnalités pro qui peuvent être intéressantes. Je vais les regarder quand même vite fait. Donc téléchargement du plugin. Donc ça peut être utile. Vous retrouvez plus vos logins d'accès au site du plugin que vous avez installé. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous le télécharge en zip. Ça, je trouve ça pas mal. Donc en gros, vous allez dans extension installée et puis vous aurez un bouton pour télécharger votre plugin qui est déjà installé. Ça peut être utile, mais encore une fois, c'est des cas très rares d'utilisation, je pense. Forcer l'envoi de tous les emails à. Ça aussi, c'est un cas d'utilisation spécifique, mais ça peut être intéressant. Pour WooCommerce ici, nettoyage automatique du Action Scheduler qui est le calendrier d'action de WooCommerce. Je ne sais pas à quel point ça peut être utile. Potentiellement, ça l'est. De toute façon, s'il y a la fonctionnalité, c'est qu'il y a un besoin ou il y a eu un besoin. Parce que la personne qui a développé ça, il gère aussi une agence de communication. Et justement, cette agence travaille avec des clients. Et je pense qu'une grande partie des fonctionnalités
ont été développés sur la base en fait des besoins qu'ils ont eu au fil des années de travail. Authentification à 2 facteurs, alors ça je trouve ça très bien, il y a d'autres plugins qui le font aussi, mais généralement la problématique c'est que c'est compliqué à mettre en place pour le client final. On va utiliser par exemple WooCommerce avec l'espace mon compte, etc. Généralement c'est toujours mal intégré, donc à voir est-ce que ici en version pro c'est bien intégré. Là aussi je trouve ça pas mal, supprimer l'accès aux fichiers, enfin interdire l'accès pardon aux fichiers sensibles, et puis là ça nous informe que ça va supprimer certains fichiers sensibles, c'est pas mal aussi. Interdire les IP par pays, généralement c'est réservé à des extensions de sécurité. Donc que ce soit intégré ici en version pro, c'est intéressant je trouve aussi. Et ça, alors ça pour moi, je serais prêt potentiellement à payer juste pour cette feature. Bon en l'occurrence elle est à venir, elle n'est pas encore disponible je crois dans la version pro. Mais en gros les emails de Toto a changé son mot de passe. Sincèrement, je m'en fous qu'il ait changé son mot de passe. Moi, je veux savoir quand ça marche pas. Et en l'occurrence, le fameux Toto m'aurait écrit si ça marchait pas. Mais savoir qu'il a changé son mot de passe, et si on est sur des sites où il y a, je sais pas moi, 4000 clients, ça peut devenir assez chiant d'avoir une vague de personnes qui changent le mot de passe et être informées par mail à chaque changement, quoi. Et ça aussi, une fonctionnalité, aucune activation, désactivation ou suppression de plugin. Encore une fois, ça je pense c'est dans un cadre où on va livrer une prestation à un client. Ça peut être très très emmerdant d'avoir un client qui décide tout seul d'activer, d'ajouter, et après ça devient tout de suite n'importe quoi le site internet. Donc là, on est passé sur sécurité. Ici, pareil, la désactivation des commentaires. Il y a d'autres plugins, hein. Pour la plupart des outils que je vous montre là, il y a d'autres plugins qui le font. Même gratuitement, hein, même pour désactiver les commentaires. Il y a Disable Comments, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. Mais l'objectif ici, c'est de regrouper une grosse partie des fonctionnalités qu'on recherche dans, je sais pas moi, on va dire 15 plugins, et de tout mettre ici dans un seul plugin. Et c'est ça finalement qui est vendu ici, c'est pas tant la fonctionnalité en tant que telle, c'est le regroupement de toutes ces fonctionnalités au sein d'un seul plugin bien sûr. Il faut pas oublier bien évidemment que ça nécessite de la maintenance de créer ce genre de plugin. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des versions pro, parce que les versions gratuites, même si c'est super et c'est top pour tout le monde, ça ne paye pas les factures, hein, bien évidemment. Donc c'est pour ça aussi que souvent on retrouve des versions pro de plugins. Peut-être des fonctionnalités ici en version pro qui, sont pour faciliter la vie des gens. Donc personnellement, j'ai jamais eu le besoin de copier sur mon ordi et de coller dans ma librairie de médias. J'ai toujours fait à l'ancienne, téléversé, etc. Mais peut-être que c'est un besoin qu'ils ont rencontré en agence ou de la part de clients et qu'ils ont justement implémenté ici dans la version pro. Ça peut être intéressant, peut-être faudrait aller lire un peu la doc pour comprendre quel est l'intérêt de ces codes courts essentiels et quels sont-ils surtout. Et idem, la gestion des 410, je pense qu'avec un plugin de SEO, c'est déjà géré, mais potentiellement pas. En réalité, je suis pas très bon dans le référencement, donc à voir, est-ce que cette fonctionnalité elle est pertinente. Journaux des mises à jour, ça par contre je trouve que c'est très pertinent. Certains hébergeurs maintenant le font, eux ils appellent ça les logs, et on va avoir justement, par exemple Kinsta propose ça, et va vous dire quelle personne s'est connectée à l'espace d'hébergement et a fait quelle action, quelle mise à jour, etc. Mais c'est vrai que si c'est réalisé directement sur l'installation WordPress, ce n'est pas logué par défaut en tout cas. D'où la naissance, je pense, de cette fonctionnalité qui peut être très intéressante. En tout cas, moi qui gère des sites pour des clients, je trouve que c'est très intéressant. Et donc là, ça y est, on a terminé toute la version pro finalement, parce que là, je suis dans l'administration. Après, on a nos modules activés et puis tous les modules. Et puis bien sûr aussi, une étape qu'on attendait dans la vidéo, c'est masquer la barre d'administration ici. Eh bien, on peut voir pour qui on va la masquer. Donc pour l'admin, on peut dire qu'on la laisse. Éditeur, par exemple, on la laisse. Et pour les autres, on peut la masquer si on veut. Et on n'oublie pas bien sûr de cliquer à chaque fois sur sauvegarder. Déplacer l'URL de connexion, eh bien là, par défaut, il nous met login, mais on peut mettre par exemple connexion au lieu du tout bête qui est dans tous les sites WordPress, wp-login.php ou wp-admin. C'est aussi ce que tapent les gens et ça nous emmène par défaut sur tous les WordPress du monde sur la page de connexion. C'est pour ça que généralement, voilà, on peut changer, on peut mettre connexion, on peut mettre ce qu'on a envie. Donc là, on va dire qu'on met connexion, on sauvegarde. Et puis on continue comme ça, contrôle des révisions. Alors généralement, je fais gérer les révisions globalement, mais vous avez la possibilité, en fonction du type de publication que vous avez, des articles, des machins, s'il y avait WooCommerce, il y aurait les produits, etc. Là, je vais faire gérer globalement et je vais dire que, allez, moi, deux révisions, ça me suffit largement. Pas besoin d'en avoir 10 000, quoi. Ensuite, ici, je vais faire désactiver les widgets. Alors là, dans mon cas, j'aime bien tout désactiver, sauf, on va dire, allez, les visites, les choses comme ça, qui vont être ajoutées par d'autres plugins tierces. Ou sinon aussi combien d'argent a été réalisé avec WooCommerce par exemple, ça peut être intéressant, mais sinon le reste, l'état de santé, etc., c'est inintéressant, quoi. Nettoyer les profils, généralement je le fais quand je livre à un client, donc les schémas de couleur de l'administration, généralement ça dégage, la barre d'outils aussi,
Information biographie, on s'en fiche, sauf si on est sur du blogging, vraiment. Le rôle, alors ça dépend, je peux le laisser, je peux le retirer, ça va vachement dépendre. Nouveau mot de passe, par contre, je le laisse. Et réinitialiser aussi, je le laisse quand même, faut peut-être pas abuser, hein. Le générateur de thème enfant, on va le voir en dernier. Ensuite, nettoyer la barre d'administration. Donc là, c'est tous les logos qu'on a de base. Donc là, je vais vous réactiver l'intégralité. Et vous allez regarder ma barre d'administration. Hop. Et on va tout retrouver. On va retrouver le bonjour, virgule, Nasser-Eddine. On va retrouver le créer. Ici, les commentaires. Là, le site. Généralement, on a le personnalisé aussi. Ici, c'est juste que là, j'ai un thème par défaut, je crois. Ah non, j'ai Cadence. Donc le personnalisé est ici. Mais peut-être pas dans cette interface. Et ici, on va retrouver le logo WordPress. Donc ça, lui, il me sert à rien. Le menu de personnalisation, personnellement, je le laisse. Parce que je vois pas pourquoi je le supprimerais. Sinon, il est dans apparence, puis personnalisé. Mais généralement, je le laisse. Supprimer le compteur de mise à jour. Alors quand il y en a, vous savez, il y a une sorte de petite icône là de mise à jour, hein, tout simplement. Est-ce qu'on l'a ici? Non, ici, il n'y a pas d'icône, dommage. Mais en gros, il y a un icône qui vient se mettre avec un nombre à côté. Donc ça, on peut le supprimer si ça nous stresse. Mais bon, moi, généralement, je le laisse. Le compteur de commentaires sur 99% des sites que je produis, on utilise très peu les commentaires, sauf sur le e-commerce. Le nouveau contenu, alors il y a très peu de fois où je vais créer un nouveau contenu depuis ce menu. Donc ça peut dégager. Bonjour, non, ça n'a pas forcément besoin qu'on me dise bonjour. Et le tiroir d'aide. Ah oui, le tiroir d'aide, c'est le petit bandeau qu'on a à certains endroits dans WordPress. Je vais essayer de vous montrer, aller dans pages, toutes les pages. Et je l'ai ouvert où là? Ouais, ça c'était ma 404 de tout à l'heure. C'est ça le tiroir d'aide. Donc ça, on peut le dégager. Tout simplement ici. Donc là, je vais supprimer ça, sauvegarder. Donc là, il n'y a plus de bonjour, il n'y a qu'un bouton ici de déconnexion. Donc ça a retiré le bonjour Nasser et le sous-menu, c'était la déconnexion. Bah là, j'ai directement un bouton déconnexion. J'ai pu toutes les conneries qui étaient ici. Le personnaliser, bien sûr, sera là quand je serai en front-end sur le site. Et on peut retourner ici dans page. Ici, si j'actualise, paf, ça a tout renettoyé et je n'ai plus le tiroir d'aide. J'ai que l'option de l'écran pour gérer ici la vue, en fait, tout simplement. Et bien sûr, le personnaliser. Donc, si je suis sur le site directement, là, j'ai personnalisé. Donc ici, je vais retourner là. Je vais aller dans contrôle du rythme cardiaque. Là, on peut garder tel quel, modifier ou désactiver. Et on peut dire que voilà, par défaut, on veut que ce soit toutes les 15 minutes, plus récurrent, toutes les 10. Ça va vachement dépendre de votre besoin. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, n'activez tout simplement pas cette fonctionnalité. Elle ne vous est pas utile. Ensuite, pareil, protéger les en-têtes du site web. Si vous ne savez pas ce que vous faites, potentiellement ne le faites pas ou activez la fonctionnalité, je ne sais pas trop, ou revenez à la documentation de l'extension pour mieux comprendre cette fonctionnalité. Ensuite, le nettoyeur de médias ici, donc supprimer les caractères spéciaux des noms de fichiers, complétion du titre à partir du nom, saisie semi-automatique du texte alternatif à partir du nom du fichier, complétion de la légende et complétion de la description, ça on peut l'activer en plus, voilà, on n'est pas obligé. Moi personnellement, à chaque fois que je l'ai activé, ça m'a pas été utile, j'ai pas eu ce besoin, mais à vous de voir, selon votre projet bien évidemment. Et maintenant, je vais vous montrer une autre chose. On va aller dans Apparence. On peut voir que là, j'ai le thème Cadence. Je recommande systématiquement de travailler avec un thème enfant. Donc, soit vous allez sur Cadence, vous trouvez, vous téléchargez, etc. Soit vous le créez tout seul, parce que c'est très simple. Soit sinon, vous passez par là. Et là, c'est encore plus simple. Donc là, par exemple, le site s'appelle Surmail. Donc, je vais l'appeler Surmail. L'URI du thème, c'est le lien direct du thème. Donc ça, on va le laisser comme ça. La version du thème enfant, on s'en fout, on peut laisser comme ça. L'auteur, si vous voulez mettre vous pouvez mettre Nassou, enfin ou vous bien évidemment, ou anonyme, ou bref, ce que vous avez envie. On peut laisser le truc de base. URI de l'auteur, pareil, si vous livrez un site à votre client, vous voulez montrer que c'est vous, et bien ici vous mettez tout simplement, là dans mon cas, je vais mettre https://nassou.tv. Là ici, je vais mettre Nassou TV. Nom du dossier, généralement, je laisse quand même le nom du dossier qui va avec le nom du thème. Donc voilà, généralement je fais ça, mais en fait si on veut que dans le FTP il y ait écrit Nassou TV dans le dossier, on peut, hein, ça va rien changer, ça va rien casser. Voilà, là sur mail finalement j'ai dit que c'était le nom du site, mais là allez, je vais mettre Nassou TV pour l'exemple. Et ici, si vous ne remplissez pas la capture d'écran, elle va se remplir automatiquement et la description elle est récupérée de son parent. Donc voilà, et si vous avez bossé pour un client, mon super thème enfant pour Toto. Voilà, par exemple. Et là, on clique sur Aperçu. Il va nous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il a récupéré la photo du parent. Nassou TV, c'est le nom du thème enfant. Par Nassou, et quand je passe la souris, tout en bas à gauche de mon écran, il y a écrit Nassou.tv. Mon super thème enfant pour Toto. Les mots-clés, ça, c'est récupéré du parent. Et ici, c'est écrit en anglais que c'est l'enfant de son parent. Et on peut faire générer et activer. Ça fonctionne parfaitement, c'est ce que j'utilise systématiquement pour créer mes thèmes enfants. Et voilà, c'est une super fonctionnalité ramenée par WP Master Toolkit. Donc vous l'aurez compris, cet outil WP Master Toolkit est un vrai couteau suisse.
Il vous permet de gérer plusieurs aspects qui vous auraient nécessité d'autres extensions si vous n'utilisiez pas WP Master Toolkit. C'est une version gratuite qui est bien fournie, donc sincèrement, je vous recommande de l'installer sur tous vos WordPress tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Et surtout, je vous invite à rejoindre ma communauté 100% gratuite sur laquelle je vous réponds directement. C'est un peu comme un Facebook finalement, avec aussi un espace bien évidemment formation. Vous y retrouverez des formations gratuites, des formations payantes et plein d'autres choses comme les réalisations qui peuvent vous inspirer aussi à créer de plus beaux sites avec WordPress. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.